Bienvenue dans le Pédagogcast, vous écoutez l'épisode numéro 59, outils et usages de la réalité virtuelle, avec Patrick Jordiquian. On a encore pas mal de gens qui n'ont jamais mis un casque, mais en tout cas dans le facteur entreprise, des gens avec lesquels on peut être amené à travailler, ils ont tous vécu des expériences de ce type-là. Pour nous, la question, elle se pose davantage autour de la définition et qu'ils arrivent à percevoir les usages qu'ils pourraient en faire. En fait, très souvent, on les met sur des logiques pédagogiques de découverte d'usage à travers des séquences de travail commun sur des logiques de Word Café, etc., pour que leurs équipes arrivent à déterminer ou à sortir des choses qui pourraient servir leur métier en fait. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogcast. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange sur la question de la réalité virtuelle avec Patrick Jordiquian, qui est directeur associé chez Spidernet. Avant de lancer l'interview, sachez que vous pouvez retrouver également en description de ce podcast le lien vers la Pédago News pour avoir un accès à mes emails privés, ainsi que vers mon catalogue de formation sur la Pédago School, dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Patrick Jordiquian. Bonjour Patrick Jordiquian, enchanté. Bonjour Julien, enchanté d'être là avec toi aujourd'hui. Bienvenue dans ce podcast. Alors juste pour contextualiser un petit peu, c'est vrai on s'était contacté un petit peu sur LinkedIn et d'ailleurs ensuite j'ai écouté un podcast sur le podcast qui s'appelle Learn and Enjoy avec Anne-Marie Quigné. Et vraiment super sympa ce petit podcast que tu as enregistré. D'ailleurs, je conseille aux auditeurs éventuellement de se rendre sur ce podcast qui est très intéressant, Learn and Enjoy. Et donc, tu parlais avec Anne-Marie de l'aspect métavers, etc. Donc, voilà, des sujets passionnants. Et finalement, aujourd'hui, ce que je voulais faire avec toi, c'était plutôt peut-être à parler de VR d'une manière globale. Après, on pourra bien sûr aborder des tas de thématiques par rapport à ce questionnement sur la VR. Et peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors bien sûr, Julien, moi donc Patrick Jordiquian, je suis directeur associé de Spidernet, qui est une structure qui a deux grosses activités qui sont l'une orientée studio, c'est-à-dire qu'en fait on conçoit des contenus qui soient immersifs ou dans d'autres axes. Depuis maintenant, le temps passe très vite, mais pratiquement plus de 20 ans. Et l'immersif chez nous a vraiment débuté en 2014, donc à travers un programme et un outil. Donc j'ai cette casquette-là aujourd'hui, je m'occupe davantage de cette partie immersive au sein de l'entreprise. D'accord. Donc, tu travailles d'ailleurs dans la même entreprise que Nicolas Lozancic, d'ailleurs que j'ai interviewé également. Je pense que le podcast sortira juste avant le tien d'ailleurs, pour information. Très Ok, bien, nous sommes associés et plus que ça. parfait, super. En tout cas, alors juste pour vraiment rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ce qui m'intéressait, alors je voulais savoir un petit peu quelle était aussi toi ton expérience par rapport vraiment à la VR pour le coup, et notamment sur les casques de réalité virtuelle. Est-ce que toi tu as eu l'occasion de tester des tas de casques, peut-être que les auditeurs justement ont testé aussi des casques? Ce serait intéressant d'avoir ton regard un peu sur aussi le form factor aujourd'hui des casques. Quels sont aujourd'hui pour toi les enjeux? Car tu n'es pas sans savoir notamment que Apple va sortir, a priori, c'est vrai que c'est toujours repoussé, mais je pense que là, on commence à arriver peut-être en 2023, a priori que ça devrait sortir. Donc, son casque de réalité virtuelle. Voilà, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, toi, de ce marché finalement des casques? Alors c'est un écosystème que moi je vois avec ma lunette à moi, celle de fournisseur d'outils en fait, et orienté plus largement web. Alors forcément, on a une veille très forte sur les casques parce que c'est vraiment les dispositifs de sortie pour nos partenaires, nos clients qui s'appuient sur ce qui était à l'origine un casque à droite, à gauche, et puis maintenant ce qui devient une flotte de casques. On n'en est pas un casque par personne, bien évidemment, mais ça s'accélère quand même. Et dans cette logique-là, il y a trois ratios, nous, qu'on travaille sur la veille. C'est la capacité à aller vers le web et les possibilités que ça existe, la capacité d'immersion et ce que ça permet de faire ou pas. Et puis un troisième axe qui va être plutôt un axe de performance aussi par rapport à des typologies de contenu et de contraintes également, SI, etc., qui sont des choses sur lesquelles on est quand même relativement souvent confronté.
D'accord. Alors, c'est vrai que moi, de mon côté, tu vois, j'ai testé beaucoup pour parler de marques, hein, les fameux Oculus Oui. Quest, hein, qui ont vraiment, pour le coup, qui se sont vendus, hein, pas comme des petits pains, mais presque, on va dire. C'est quasiment, aujourd'hui, je pense, le casque aujourd'hui le plus vendu. Mais c'est vrai que tu vois, en termes de d'UX, on va dire, personnellement, je trouve qu'on est dans une situation où c'est pas encore mature. Je sais pas ce que tu en penses, mais même moi, tu vois, en tant que pourtant une personne, je suis plutôt geek entre guillemets. Je suis quelqu'un de vraiment d'assez intéressé aussi par tout ça. Alors, je les ai beaucoup utilisés, mais tu vois, ce que je remarquais, c'est que j'avais un casque que j'avais en prêt, hein, chez moi, et je remarquais que je le mettais pas souvent ce casque. Tu vois, j'avais pas ce réflexe de souvent le mettre, j'ai interrogé comme ça des personnes. Alors, il y a des personnes qui sont très férues, tu vois. Et moi, de mon côté à moi, tu vois, je trouve que ça me demandait un effort. Alors, je sais pas si c'est dû, tu vois, au casque en lui-même, parce que l'expérience en elle-même, je trouve qu'il y a vraiment des choses très sympas. On voit vraiment le potentiel, tu vois, l'effet waouh, il a été là, etc. Mais je trouve, tu vois, qu'il y a encore quelque chose qui manque. Et voilà, donc simplement, c'est un petit peu une réflexion. Je sais pas si tu es d'accord avec C'est ça. c'est intéressant parce que je m'étais pas interrogé de cette manière-là, enfin sur ce que Mhm. tu remontes là, mais ça m'amène peut-être à rebondir sur un truc que je vois par exemple même au sein de nos propres studios où parfois, des fois on fait du contenu immersif avec des concepteurs, des gens qui produisent des contenus, et en fait je les vois assez rarement avec des casques en fait, alors qu'ils vont se jouer bien sûr sur d'autres devices, mais également sur casque. Donc j'avais toujours mis ça sur le fait qu'en fait ce qui les intéressait plus c'était la pédago et l'expérience plutôt que le fait de regarder et de faire en sorte que ça soit très vivant à l'intérieur. Mais il y a peut-être cette nature de réflexion que tu as, c'est-à-dire qu'en Mhm. fait il y a peut-être un axe d'engagement qui fait que le casque il n'est pas encore totalement adapté, ou les casques sont pas totalement adaptés à ce que une majorité de gens y aillent, en n'étant pas ni geek, ni fortement intéressé par ça, ni que Mhm. l'expérience soit suffisamment forte pour les amener à le mettre très facilement. Donc il y a sûrement quelque chose de ce ressort-là, sans doute, mais que j'ai pas assez analysé en fait. Tu vois, c'est le fait Mais d'échanger là qui ouais. m'interroge là-dessus en fait. Mais moi, je me suis beaucoup posé de questions en fait par rapport à ça aussi, parce que encore une fois, je trouve que les expériences sont vraiment excellentes et on voit vraiment la plus-value. Mais tu vois, par exemple, on conseille de l'utiliser pendant 20 minutes. D'ailleurs, il y a beaucoup de startups, hein, dans ce domaine-là qui proposent des expériences et souvent, ça va être limité à 20 minutes, hein, ce qui est très bien. Mais voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui un petit frein de cet aspect-là. Après, c'est des choses qui vont sans doute se régler par la suite et j'attends, hein, pour ma part, hein, aussi avec impatience le casque Apple. d'Apple. Sachant que j'ai testé une solution qui est française, qui me semble vraiment intéressante, c'est Lynx. Je ne sais pas si tu as testé Lynx. ces Oui. casques-là. Alors je les ai testés pas directement sur de la production interne, mais je les ai testés sur des salons où ils étaient présents et sur lesquels j'ai pu vivre l'expérience, et que j'ai trouvé que justement le rendu était intéressant, ouais, très intéressant. Donc peut-être Il y pour les a auditeurs, je conseillerais de jeter un œil peut-être aussi sur ces casques-là s'ils ne connaissent pas. C'est vrai que c'est des casques qui sont plutôt dédiés d'ailleurs à la réalité augmentée, en fin de compte, oui. si je dis pas de bêtises. Mais on peut également s'en servir pour la réalité virtuelle en mettant finalement des caches, hein, sur les côtés pour vraiment être totalement immergé. Et il y a ce côté où on voit plus ce qui se passe autour de nous. On est encore dans notre environnement. Et c'est peut-être ça aussi un des freins, c'est qu'avec les casques, on est vraiment, je pense que ça doit être inné en nous, en quelque sorte, de pas se sentir en sécurité si on connaît pas son environnement qui nous entoure. Alors, ils essayent de faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a des caméras, etc., hein. Mais voilà, je sais, voilà, il faudrait sans doute demander ça aussi à des personnes expertes en UX, etc., d'où vient ce problème. Mais en tout Ça cas, semble quand même une très grande direction qui a été prise, hein. Tu sais, j'ai l'impression, c'est que globalement l'intérêt aujourd'hui, enfin en tout cas la direction de beaucoup enfin pas d'éditeurs, mais plutôt de constructeurs, hein, en ce qui concerne les casques, soit d'aller vers cette logique de justement avoir cette ouverture au monde extérieur, donc qui hum, va nous amener vers des axes plutôt de mix de réalité augmentée, réalité ouais, virtuelle. On avait pu, parce qu'en fait, on a un collaborateur qui était en Chine et qui demeure en Chine, voir certains salons avec ce qui se passe là-bas au niveau des casques. Alors bien sûr, ce sont des choses qui sont pas homologuées en France, hein. C'est plein de constructeurs qui ont des casques qui fonctionnent dans leur environnement, mais qui ne sont pas CE, quoi. mhm, Mais les directions qui étaient prises avec des prototypes, on a vu beaucoup de tout petits casques qui étaient des choses vraiment très 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 légères, mhm. sur lesquelles justement il y avait cette logique-là, d'une part de légèreté pour pas se sentir un petit peu cette forme de, parfois avec certains casques un peu plus opprimants, d'être Oui, dans c'est quelque ça. chose qui nous prend vraiment la tête, et puis d'autre part sur des prototypages de choses qui sont beaucoup plus petits, légers, et en même temps qui donnent un accès à tout ce qui est autour de nous. Donc Hum. c'est une vraiment un axe de fond, hein, qui je pense va forcément arriver dans ce qu'on connaît demain, ce qu'on va voir vivre demain à travers les casques qui vont arriver, Apple et d'autres inclus, je pense.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tu vois, le motion sickness dont on parle beaucoup, bah, moi, personnellement, j'en suis victime, toi. Pourtant, je pensais pas. Je pensais que moi, bon, aujourd'hui, je me suis un peu calmé, mais j'étais assez gamer, tu vois, les FPS, etc. Et c'est vrai que tu vois, bah, j'ai testé comme ça des FPS sur des casques, bah, j'ai duré 10 minutes peut-être. Mais voilà, c'est pour dire que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment pour moi quelque chose qui, bon, encore une fois, c'est un challenge, on va dire, à traverser, on va dire. Ok. Mais ceci dit, par rapport à ça, est-ce que toi, par exemple, au niveau de Spidernet, par exemple, vous faites découvrir la VR et comment est-ce que vous y prenez lorsque vous voulez, par exemple, faire découvrir à quelqu'un, bah là, comment ça fonctionne, la VR? Alors, on a souvent, tu sais, quand on réceptionne les différentes personnes avec lesquelles on travaille, à une époque, il y a encore 2 ans, c'était vraiment de l'évangélisation. Enfin, il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait encore des gens et beaucoup de gens qui n'avaient jamais mis un casque, en fait. Mhm, Donc, ils s'intéressaient à ces sujets-là, ils voulaient même prototyper, réfléchir, etc. Mais on faisait les axes de première découverte avec tout ce qu'elles ont de d'accompagnement, de construction, de bons conseils, de bonnes pratiques. Là, aujourd'hui, on a encore pas mal de gens qui n'ont jamais mis un casque, mais en tout cas, dans le facteur entreprise, des gens avec lesquels on peut être amené à travailler, ils ont tous vécu des expériences de ce type-là. Là, aujourd'hui, pour nous, la question, elle se pose davantage autour de la définition et qu'ils arrivent à percevoir les usages qu'ils pourraient en faire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont aucun doute, ils ont de moins en moins de doutes sur l'immersif et son apport. mhm. On a passé déjà une très grosse étape parce que la première, c'était de dire est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va servir à quelque chose de profond. Là, on n'en est plus là du tout. Maintenant, on est dans une logique justement qui est de dire est-ce que ce que vous nous amenez à découvrir ou ce que vous nous proposez, quel usage on va en faire dans nous, ce qui est le cœur de nos métiers. Donc là, on les accompagne avec un petit peu de logique de casque, d'appréhension sur ces sujets-là, mais très souvent, on les met sur des logiques pédagogiques de découverte d'usage à travers des séquences de travail commun sur des logiques de Word Café, etc., pour que leurs équipes arrivent à déterminer ou à sortir des choses qui pourraient servir leur métier, en fait. D'accord, très bien. Alors moi, c'est vrai que tu vois, j'ai fait des petites initiations comme ça à la VR. Alors encore une fois, c'est Oculus Quest, hein, c'est vraiment très très ciblé là-dessus. Alors moi, j'avais tendance, tu vois, à faire commencer par faire jouer à des jeux en fait simplement. Et tu vois, il y a un petit jeu que je conseille d'ailleurs aux auditeurs, c'est Bojo, Bogo sur Oculus Quest. Alors c'est vraiment ça dure un petit quart d'heure. On doit donner à manger à un petit dragon qui grandit, etc. Et c'est très sympa pour commencer à vraiment à découvrir ce que c'est que la VR. Et je sais que en général, les personnes arrivent à peu près même s'ils ne sont pas gamers, hein, arrivent plus ou moins à s'en sortir. Et ensuite, c'est vrai que ce que je faisais comme ça progressivement, en tout cas dans une séance que j'avais montée, c'était ensuite de leur montrer une expérience enfin, c'est la visite en fait de la maison d'Anne Frank. C'est assez connu, enfin, ça fait assez longtemps finalement aujourd'hui qu'elle a été développée maintenant cette visite-là. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu historique, tu vois. C'est ce côté un peu, on est là, on est passif, mais on assiste quelque part. Tu vois, ça permet d'être dans des lieux, voilà, de pouvoir regarder autour de soi, d'être immergé, même si encore une fois on est passif. Tu vois, je dirais le premier niveau. Et après, moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec certaines expériences que je trouve, enfin, pour le coup, certains usages qui me semblent très intéressants, c'est d'aller sur des applications type Big Screen ou VRChat ou encore Workrooms, tu vois, où là, vraiment, on est vraiment dans quelque chose où on va échanger avec les personnes avec son casque. Et honnêtement, moi, j'étais assez bluffé. Je me suis fait même des soirées, hein, pour être honnête, mais après, c'est bon, encore une fois, ça me fatigue au bout d'un moment, notamment sur Big Screen, qui est très simple à utiliser sur Oculus et qui te permet comme ça normalement, c'est pour regarder des films à plusieurs, tu vois, mais finalement, les usages sont souvent détournés. Et puis là, on est dans des salons, on échange, etc. Et c'est vraiment assez bluffant, en fait, ce côté, voilà, on bouge les mains, etc. On échange. Et voilà. Puis ensuite, progressivement, souvent, ce que je fais, c'est que ensuite, je vais sur des applications vraiment plutôt pédagogiques. Et il y a une entreprise que j'aime bien citer à chaque fois, d'ailleurs, que je trouve qu'ils font un travail intéressant, simple, efficace, je trouve d'ailleurs, c'est Reverto, puisqu'ils font des expériences, en fait. Là, pour le coup, c'est de la vidéo 360, donc c'est pas de la modélisation. Et là, pour le coup, c'est pareil, on est plus ou moins passif, on a des quiz, on doit répondre à des quiz, etc., hein. Mais on va être immergé souvent, ça va être une histoire finalement liée soit à des questions de handicap, de harcèlement, des choses un petit peu, voilà, liées à ces problématiques-là. Et ça permet aux personnes vraiment d'avoir de l'empathie et de se mettre à la place justement de personnes finalement. Et tu vois, c'est un petit peu un cheminement que je trouve assez intéressant, mais c'est vrai que c'est des usages vraiment, encore une fois, c'est là qu'on voit la masse d'usages qu'il peut y avoir. Qui- Et quelque chose que j'avais trouvé très bluffant, je sais pas si tu l'as fait. J'étais à Notre-Dame éternelle
c'est à la Défense. Et c'est vraiment, là, pour le coup, c'est avec les fameux casques, avec le backpack. Je crois que c'est les HTC Vive, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là, vraiment, on est immergé, on suit un avatar qui nous présente des choses, on marche dans un environnement, on voit les collègues qui nous accompagnent. Donc ça, c'est complètement assez bluffant aussi, hein, qu'on on a tous la même taille, on a tous le même type d'avatar, mais il y a vraiment une géolocalisation. Mais de ça pour dire que c'est vrai que rien qu'avec ce que j'ai déjà dit là, tu vois, le nombre d'usages est vraiment très Bien impressionnant, quoi. sûr. Bah, moi, j'ai le souvenir que ce qui nous avait emballé au départ, on parlait de Nicolas tout à l'heure, mais on recherchait des expériences et je crois que c'était lui qui me l'avait orienté, celle-ci. C'était une expérience enfin, vraiment, c'était très passif en fait. On arrivait dans une salle de classe en Afrique et c'était, je crois, il me semble de mémoire que c'était Bill Clinton qui était dans cette salle de classe et qui avait un discours par rapport à sa fondation. Et en fait, on était assis dans la classe et c'était très passif, mais en même temps c'était impressionnant. L'immersion, c'était quelque chose qui, alors aujourd'hui, si je le revoyais, peut-être que je trouverais que il y a mieux aujourd'hui probablement, mais à l'époque j'avais trouvé ça assez prenant sur une logique même un peu passive. Et puis une autre expérience aussi parce qu'on a chacun les trucs qui nous ont un peu accrochés. C'est une Ouais. expérience. Alors je me rappelle plus du nom c'était un doc où l'idée c'était de perdre la vue dans l'expérience et en fait on travaillait plus que par sensation, c'est-à-dire que tout ce qu'on voyait était un tout petit peu plus de ressenti, mais on n'arrivait pas à déterminer les formes, exactement toutes les choses et c'était très sensoriel et c'était vraiment très bien réussi et vraiment excellemment réussi. Et mon dernier coup de vraiment de vraiment de fort intérêt, tu parlais de Mhm. Roverto, ils sont passés nous voir, je sais plus, il y a peut-être un petit peu avant les vacances d'été, on s'est vu et on connaissait bien sûr leurs différentes expériences et on a vu là la dernière qu'ils nous ont présentée et je l'ai trouvée vraiment encore plus bluffante par rapport à la manière dont c'est écrit et la manière dont c'est réalisé que les précédentes. Les précédentes étaient très bien hein, déjà, mais Mhm. celle-ci, je me suis dit, ouais, elle est vraiment, vraiment quand tu la vis, tu dis que ça a encore monté d'un niveau. C'est D'accord. vraiment Et c'était lié très, très. à quelle thématique? Alors c'était, le titre exact, je saurais pas te le dire, mais la thématique c'était justement, ça se passait en salle de classe avec quelque chose qui amenait sur des logiques. Alors c'était du harcèlement, mais qui pouvait aller plus loin à travers une étudiante qui Ah oui. traversait ce parcours-là. Je sais pas si tu. Bah oui, en fait, alors pour Celui-là est assez info. récent, je crois, de mémoire, hein. Il est Alors, sorti je sais récemment. pas s'il est très récent, parce que moi, on l'utilise, enfin, on l'utilise en tout cas IMT Atlantique, enfin, dans l'Institut Télécom. On l'utilise encore d'ailleurs. Et c'est vrai que ça a été, c'est une collaboration d'ailleurs, je crois, avec l'école des mines de Saint-Étienne, il me semble. Ça a été filmé dans les locaux. Et on vit effectivement l'expérience d'une étudiante, voilà, qui vit en fait une situation à problème liée à, un harcèlement, effectivement. Enfin, en tout cas, une soirée En tout qui cas, vire qui est amené mal, à une entre soirée, guillemets. c'est ça, c'est Voilà. ça. Et nous, effectivement, on s'en sert pour, justement, avec les étudiants, avant justement toute la période d'intégration, etc., pour éviter tous ces problèmes, parce que c'est des choses qui, malheureusement, sont assez courantes aussi dans le milieu scolaire, avec bon, les soirées, l'alcool, etc., hein, voilà. Et c'est vrai que c'est une expérience que j'ai trouvée très intéressante. Et voilà, effectivement, je la connais aussi, Ouais, effectivement. donc voilà. Et pour le coup, c'est vrai que je trouve que ce qui est intéressant avec Reverto, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui, moi, me paraît techniquement assez abordable. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est voilà, c'est de la vidéo, il y a des quiz, il y a des choses. C'est assez simple, mais leur gros travail, je trouve, c'est surtout la scénarisation, en fin de compte. C'est oui, ça, c'est l'écriture. Ouais. c'est l'écriture, tout à fait. Les- Et ça, je pense que c'est aussi ce qui fait la différence. Et peut-être au-delà de l'effet waouh, voilà, amener la chose, l'écriture, la temporalité aussi, ça dure pas trop longtemps non plus, etc. Mais voilà, donc ça, oui, c'est effectivement. il y a de l'efficacité, puis effectivement une écriture qui amène à se sentir dedans vraiment. Et donc là, il y a aussi la phase de réalisation parce que je pense que c'est simple, mais en même temps, enfin comme on dit toujours, ce qui est simple est en fait enfin, paraît simple, mais en Je fait, suis il y a d'accord avec toi, ouais. une foultitude de choses à prévoir et à Ouais, maîtriser. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que on a tous l'impression que c'est simple, mais ouais. je pense que si on évoque ça avec Guillaume, il va nous dire oui, simple, Ah mais oui, bon, c'est vrai. c'est voilà. Peut-être Mais qu'un ça jour, sera intéressant. Faudra que peut-être tu que je changes. l'inviterai pour qu'on échange là-dessus. Effectivement, oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que. Pour retester certaines choses, des fois, je me dis ouh, mais quand même, j'avais pas perçu que Ouais. ça aussi, il y avait ça aussi, ouais, d'accord.
Et souvent, d'ailleurs, ce qui est d'un niveau très élevé, enfin, je divague un peu, mais sur la musique, par exemple, quand on voit des musiciens qui jouent, on a l'impression que c'est super simple. On se dit, waouh, c'est génial, je vais pouvoir m'y mettre aussi. Et puis, en fait, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Souvent, ce qui paraît justement simple ne l'est pas, et sans doute qu'il y a vraiment du gros boulot. Mais je pense que voilà, c'est surtout, je pense que ce qu'ils ont travaillé, contrairement à d'autres orientations, je dirais, qui sont plus sur l'aspect technique, tu vois, vraiment l'effet waouh. Là, il y a vraiment, dès le départ, ils sont vraiment partis sur de la scénarisation. Ils ont vraiment investi, je pense, Mm. sur ces histoires de scénario, comme on va faire un film finalement avec un scénario, une histoire. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment une orientation très intéressante et qui est plus dans les usages, enfin, qui s'intègre davantage dans les usages. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et par contre, c'est vrai que sur les expériences, bon, après, la limite, c'est qu'il n'y a pas d'interactivité, tu vois, avec. Et là, je voulais avoir ton avis là-dessus. Moi, personnellement, j'en ai pas forcément testé. J'en ai entendu beaucoup parler hein, de certains, mais sur l'utilisation de jumeaux virtuels, tu vois, des laboratoires, des choses comme ça. Est-ce que tu as eu l'occasion vraiment d'expérimenter des choses ou vraiment on manipule, on fait des choses? Alors en manipulation, oui, je dirais qu'on se retrouve dans un environnement qui peut être sur ce que j'ai vécu, ce sur quoi on a été. Tu sais, il y a des grands programmes aussi actuellement qui sont en cours sur lesquels il y a des définitions de projets qui vont Mhm, dans des directions de type jumeaux numériques ou des approches élargies, métavers, réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on peut imaginer autour de ces environnements-là. mhm, Ce que j'ai vu, alors sur l'environnement technique, je pense que la partie modélisation, etc., peut ramener dans les lieux. Là, je pense qu'on va de plus en plus vers ces directions-là, ça pose pas de problème. Vers les manipulations, il y a, on va pas reproduire exactement ce qu'on pourrait faire dans la réalité, même si ça pourrait être entendable hein, de le faire, mais ça va être quand même légèrement plus limitatif parce que globalement, on va pas tout faire puisque, enfin, c'est un jumeau numérique, mais on fait des interactions qu'avec certains objets, certains environnements, etc. Tout n'est pas forcément interactif et vivant. Ça peut être une modélisation avec certains axes sur lesquels on travaille seulement. Euh, des fois, j'ai vu des choses qui, sur l'expérience utilisateur, étaient pas totalement satisfaisantes. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un environnement, on est totalement libre et on ne sait pas en fait ce qu'il faut faire. Alors, je sais pas exactement si je le ramènerais à le fait que nous-mêmes, nous ne sommes pas étudiants dans ce domaine-là. Peut-être que si on était étudiant, on y arriverait. Mais globalement, je pense que l'étudiant, quand il arrive dans ces environnements-là, en réalité, il a une forme d'accompagnement qui est celle du formateur lui-même hein, ou ouais. de ses pairs qui sont les autres étudiants. J'ai pas pu le vivre en multi-utilisateur. Si ça se vivait en multi-utilisateur, et je suis pas sûr que tout le monde le fasse vivre tout de suite en multi-utilisateur, mais pour ceux qui le font vivre en multi-utilisateur, je pense il peut y avoir ces échanges entre pairs qui facilitent, entre étudiants, qui facilitent peut-être la prise en compte de l'environnement. Mhm. Mais il me semble que si l'expérience utilisateur elle-même, avec les consignes, la manière d'amener les choses, la manière de les scénariser est pas plus explicite, de temps en temps, on est quelque part et on se dit, tiens, c'est là, c'est pas là, etc. Qu'est-ce que je Mhm. dois faire? Et en fait, ça perturbe un peu l'expérience parce qu'au final, on n'est pas en train de faire des choses immédiatement, on est en train de plutôt percevoir, essayer de comprendre ce doit être amené à faire dedans. Et il me semble que dans beaucoup d'expériences, il y a quelque chose qui manque du l'ordre de la prise en charge, de l'accompagnement, de la manière de faire et de participer ensemble. Donc Ouais, il y a un gros facteur qui est encore, me semble-t-il, souvent absent partout. on est toujours dans l'idée que ça ne doit s'inscrire que dans le cadre d'un dispositif finalement, et que c'est un outil parmi tant d'autres qui ne se suffit pas lui-même. Mais tu vois, par rapport à justement, par rapport à cette histoire de labo, par exemple, je sais qu'il y a un use case qui est très intéressant et qui a notamment été développé pas mal à Lyon 1. Tu dois sans doute avoir beaucoup de contacts avec eux aussi. Parce que ils sont de la même ville, et puis j'imagine que vous avez dû collaborer ensemble, c'est de créer tout simplement des visites virtuelles de laboratoire, mais via des images, et notamment via Sphere, hein, le logiciel que vous commercialisez. Je crois qu'ils l'ont fait avec Sphere, et ça leur permettait de faire visiter vraiment les lieux enfin les lieux concrets, hein. C'était vraiment la salle de labo dans lesquelles, dans laquelle les étudiants allaient travailler. Et et apparemment, ça, en tout cas, d'après ce que j'avais pu en lire, c'était quelque chose d'assez efficace qui permet aux personnes déjà de se projeter, de savoir où sont les machines, où sont les différents ustensiles pour, je crois que c'était un laboratoire de chimie, en l'occurrence, mais ça doit être pour tout type de laboratoire. Et tu vois, parfois, je me dis que quelque chose, alors je vais encore employer le mot simple, parce que pour le coup, ça, moi, je l'ai déjà fait, hein, des visites virtuelles, même avec Sphere, etc., tu vois, avec un petit appareil 360, tu fais des photos. Bon, je dis pas que c'est encore
voilà, évidemment, il faut prendre le temps de construire un petit peu la visite, etc., hein. Il y a la phase de captation, après la phase de montage, etc. Il y a deux, trois petites choses à faire, évidemment. Mais tu vois, ça me semble quelque chose d'abordable et je trouve assez efficace en termes pédagogiques par rapport à ce use case-là. Je sais pas si tu avais des commentaires par rapport à ça. Alors oui, je dirais oui parce qu'en fait les usages sont, enfin en tout cas la marque de construction, je considère qu'elle va être totalement différente. C'est-à-dire que dans un cas, tu as un environnement que tu construis pour essayer de ramener des expériences dessus, mais l'idée c'est que plutôt les expériences vont être vécues à plusieurs ou à une seule personne. Et là, euh, on va dire que les gens vont pas être amenés à créer des scénarios dedans, ça va être déjà trop technique par rapport à créer soi-même des choses là-dedans, parce qu'on est dans des environnements de type 3D plutôt lourds, avec des logiques de préconstruction. Donc, Mhm. la limite, c'est que ça va être de ramener peut-être des médias en plus dans ces environnements-là, et là, ça peut être accessible à beaucoup de monde. Dans le deuxième cas, on est plutôt sur des choses très opérationnelles pour donner la main à des gens qui peuvent être soit métiers, soit formateurs, soit qui ont une position de sachant dans un domaine pour faciliter finalement un certain nombre d'éléments ensuite, mais là ils peuvent avoir la main dessus et finalement l'ambition n'est pas tout à fait la même, elle est beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus efficace Mhm. et probablement beaucoup en temporalité, beaucoup plus facile à mener. Sur les jumeaux numériques se pose la question, on est beaucoup en expérimentation quand même parce que le jumeau Ouais. numérique c'est une représentation d'eux, mais ça amène des questionnements sur comment on embarque toutes les équipes d'animation là-dedans, comment on embarque les étudiants là-dedans, qu'est-ce qu'on en tire, etc. Et il me semble qu'on est un peu au début de l'aventure, c'est-à-dire qu'il y a, tu sais, toujours ces grands termes, Ouais, jumeaux numériques, métaverse, etc. tout à fait. C'est un peu mon leitmotiv actuellement, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a de temps en temps un peu de bashing là-dessus, puis de temps en temps des choses qui sont de la réalité, c'est qu'en fait on est en construction, donc Ouais. forcément il manque des choses. Quand on vit une expérience, on se dit ouais c'est bien, mais ça, enfin si on le met en opérationnel à l'échelle, etc., est-ce que ça va marcher? Pas sûr. Ouais, je suis d'accord. Et bah, justement, par rapport au métavers, hein, puisque tu en parles, euh, moi j'ai eu l'occasion alors de tester, alors je ne l'ai pas forcément beaucoup testé, hein, mais Quark Metaverse, je crois que c'est un gros projet quand même, qui est quand même soutenu par, au niveau de l'enseignement supérieur, qui est assez massif. Alors, ce qui est assez intéressant dans leur orientation, et moi, ce qui m'a bien plu, hein, très honnêtement, après, tu pourras me donner ton avis et peut-être me parler peut-être d'autres expériences que tu as pu voir, mais c'est qu'en fin de compte, il ne se base pas justement sur les cases de réalité virtuelle à la base. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pensé tout de suite pour les casques. Je pense qu'aujourd'hui, ils y sont venus, enfin, le projet a dû évoluer depuis que je l'avais testé, mais tu vois, ils l'ont pensé plutôt comme une expérience sur un ordinateur, finalement, hein. Un peu à la manière d'un jeu assez classique, on va dire, en, euh, en first person. Enfin, c'est plutôt la troisième personne pour le coup. Donc, voilà, on marche dans des couloirs, etc. Donc, ça, c'est, je pense, un parti pris qui, je trouve, est intéressant parce qu'on se focus plus sur cet aspect casque. On en a parlé au début, hein, qui peut-être est un frein, justement, à ce fameux métavers, hein. Je pense qu'on est peut-être c'est peut-être pas la bonne direction. Peut-être que le casque sera simplement un outil en plus pour s'y connecter, entre guillemets, hein. C'est peut-être un peu ça l'idée. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a plu dans l'expérience. Et ce qui m'a plu aussi, c'est qu'en fin de compte, là, notre avatar, en fait, ils ont un système qui permet de mettre, bon, il n'y a pas que qui le font, évidemment, hein, mais son visage, en fait, sur l'avatar, tu vois. Et c'est tout bête, hein, mais je testais ça avec un collègue, donc Christian Collin, que je salue au passage. On testait, on était un petit peu dans cette réunion, voilà, qui nous permettait de tester l'outil. Et c'est vrai que ce qui est super intéressant, c'est que je marchais, il y avait beaucoup de monde. Et puis là, je me suis dit, bah tiens, il y a Christian au fond là-bas, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai été le voir, voilà, ah tiens, ça va et tout. Et on se reconnaissait, tu vois, on se reconnaissait dans ce qu'on peut appeler le métavers. Encore une fois, c'est des termes, voilà, on peut en parler, mais c'est pas forcément la définition d'un métavers en tant que tel, encore aujourd'hui. Mais, euh, mais tu vois, j'ai trouvé cette orientation plutôt intéressante, alors que d'autres sont plutôt partis sur le fait qu'on se connecte avec le casque, qu'on est immergé complètement, on bouge les mains, etc. Et là, c'est plutôt sur autre chose. Alors, encore une fois, j'ai pas forcément plus testé que ça, et sans doute que c'est des choses qui vont se faire par la suite. Mais est-ce que toi, tu as des expériences comme ça aujourd'hui avec le Alors, métavers?
Moi, pour le coup, c'est la même orientation qu'on a et les mêmes choix. Enfin, je Mhm. présume qu'on a fait, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans des environnements où le casque, c'est un device que je considère comme pas majoritaire et qui le sera pas pendant encore un certain temps pour des Mhm. questions de d'intégration à l'ICI, de coûts, etc. Ça va peut-être aller assez vite à un moment donné quand les casques de grande qualité vont arriver, mais ils vont engendrer quand même un coût. Et aujourd'hui, on a vu que sur, par exemple, enfin, si on prend toutes les vagues qui ont existé, tout le monde a eu son PC, tout le monde a eu son smartphone. Un jour, certainement que si les usages sont là, etc., tout le monde aura peut-être son casque, mais ce jour-là, il est quand même pas à très court terme. Ouais. Donc, avoir une solution qui se voudrait penser que pour le casque, nous, ça nous a paru totalement inadéquat parce il aurait fallu qu'on attende 15 ans, quoi. En fait, Ouais. 10 enfin, quand on a lancé nos projets, c'était à horizon, enfin, on essayait de voir aussi qu'ils arrivent pas trop tardivement puisqu'on est quand même une société de taille moyenne. Et en fait, le multi-device, il était indispensable, c'est-à-dire penser PC, tablette, smartphone et casque en même temps. C'était un des fondamentaux. Et donc, ça engendre bien sûr un ensemble de contextes qui sont différents et qu'il faut maîtriser. Donc, ça amène une forme de technologie ouverte qui d'ailleurs nous est permis, elle l'était moins permis il y a quelques temps parce qu'il y avait beaucoup de difficultés qu'elle touche les navigateurs, les dispositifs techniques qui étaient en place, qui n'étaient pas encore totalement stables. On a vécu une période un peu Far West quand même pendant quelques temps, il y a quelques années. Donc, mais bon, là, on est arrivé à une forme quand même de stabilité, pas parfaite, mais quand même plutôt qui nous amène beaucoup plus de sérénité en développement. Et le choix qui est fait, celui que tu évoquais du multi-device, il me paraît aujourd'hui plutôt indispensable pendant un certain temps et parce que il peut pas y avoir de dispositif en fait qui permet pas à tout le monde d'adhérer. Il y a tous les grands projets qu'on voit aujourd'hui, ils parlent d'inclusion, il y a beaucoup d'inclusion et cette inclusion-là, aujourd'hui, comment on pourrait imaginer dans une entreprise un dispositif qui serait en place, qui serait efficace, mais qui pourrait être vu et maîtrisé que par 10% des gens? C'est tout simplement pas possible, ou alors on rentre dans des logiques de d'élitisme ou je ne sais quoi qui n'ont pas de sens à l'échelle d'une entreprise si on veut que ça devienne des outils du quotidien. Donc cette temporalité-là, elle va exister, et donc le fait de faire ces choix-là me paraissent plutôt, pour moi en tout cas, totalement la bonne chose. Et puis après, en termes d'environnement, ce que tu t'évoquais, euh, nous, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'en fait, on a vu beaucoup d'environnements arriver. On travaillait sur ces questions-là, mais on communiquait pas tellement il y a encore 2 ans sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été accélérées avec, tu sais, tu parlais de Quest, avec l'arrivée de Meta qui a quelque part dynamité un petit peu tout ce qui se faisait, où tout le monde a été obligé de communiquer sur des usages qui étaient encore pas totalement là. Je pense qu'il va y avoir des orientations, des grosses plateformes qui vont se mettre en place sur des axes fonctionnels qui vont peut-être être différents et beaucoup plus marqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, on a vu plein de projets apparaître avec on est tous dans une salle, on travaille ensemble. Finalement, c'est la continuité de ce qu'est une room comme on pourrait la vivre à travers un Teams ou autre qui irait un peu plus loin et autrement. Il va y avoir des choses qui vont arriver, comme on les a vécues, enfin à mon sens, encore une fois, sur les dispositifs qu'on a connus autour des LMS et d'autres axes, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir qu'il y ait du fonctionnel, et du fonctionnel propre à l'immersif, et sûrement des fonctionnalités vraiment propres à l'immersif qu'on n'aurait pas dans d'autres axes. Ce serait pas simplement un plagiat de ce qu'on faisait déjà auparavant. Donc il y a certainement des choses qui Mhm. vont se revisiter au niveau des liens sociaux, des apprentissages, des communautés de pratique, de l'intégration d'outils complémentaires qui vont enrichir ce qu'est ce métavers ou cet environnement persistant qui a été mis en place. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les 2 ans, 3 ans, je pense. Mais à mon sens, on va arriver dans des axes de travail où chacun va trouver son orientation et avec des outils qui vont peut-être être plus spécialisés dans un domaine qu'un autre. Ouais. Et je pense que aujourd'hui, un des gros enjeux, parce qu'on parle de métavers, si on prend la définition, c'est aussi un lien entre le réel et puis le virtuel. Et tu vois, je prends une caricature, je sais pas si tu aimes bien Star Wars, le conseil des Jedi, tu vois. Toi, le fameux, mais c'est assez rigolo parce que là, tu vois des gens qui sont en présentiel, d'autres à distance. Et pour le coup, dans cet environnement Star Wars, ça marche très bien. Enfin, je veux dire, l'interaction est chouette. C'est un hologramme. Ils utilisent des hologrammes. Bah, tu vois, ce que je trouve aujourd'hui qui manque, bah, justement, c'est que j'ai l'impression que soit il faut être complètement à distance, que tout le monde soit à distance, ou soit que tout le monde soit en présentiel. Le côté commodal, on en a beaucoup parlé de la commodalité, je trouve que ça fonctionne souvent moyennement, on va dire.
Tu vois, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. C'est assez rare. Faut vraiment, toi, dans la formation, ça se voit aussi. Faut vraiment que le formateur soit conscient qu'il y a du monde, par exemple, sur Zoom, et puis il pense à eux, et se mettre éventuellement une caméra juste devant lui, où il parle à ces personnes qui sont à distance. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup testé des dispositifs de Comodal, et même en tant que formateur, même en tant qu'enseignant, bah, souvent, je me dis, je préfère soit que ce soit tout le monde à distance, soit tout le monde en présentiel, mais les deux en même temps sont compliqués. Et je pense que ça, tu vois, c'est un premier frein. Enfin, c'est un premier challenge, hein, je dirais, parce que c'est quelque chose qui va sans doute se développer, évidemment. Et voilà, ça me faisait justement rebondir là-dessus sur la commodalité qui est compliquée. Et effectivement, toi, juste pour avoir plus d'informations aussi pour nos auditeurs, la solution que tu proposes, elle se base sur peut-être Sphère, qui est déployé dans le cadre d'un métavers. Parce que Sphère, hein, pour information pour les auditeurs, c'est un logiciel qui est aujourd'hui bien connu pour créer à la fois des visites immersives en 360 avec de la vidéo, des images. Moi, je l'ai beaucoup utilisé plutôt dans ce cadre-là, assez simpliste. Également, on peut faire de la modélisation avec Sphère. Euh, et voilà, est-ce que c'est un petit peu la suite de Sphere finalement, le métavers? Oui, ça serait une forme de continuité, c'est-à-dire moi, enfin quand j'en parle, j'évoque toujours au fait, l'antécédent de un contenu et finalement la plateforme qui va l'héberger. Pour moi, Sphere, c'est un outil qui va créer du contenu, comme d'autres outils, enfin d'autres moyens qui vont amener du contenu avec de l'outil, de l'Unreal ou d'autres masses médias qui vont pouvoir implémenter un environnement qui va être plutôt de l'ordre de la plateforme. Et nous, ce qu'on travaille actuellement plus profondément, c'est des logiques on va dire, de monde persistant dans lequel on va pouvoir intégrer des expériences sphères ou d'autres types Mmh, d'expériences et rajouter une surcouche qui va permettre de créer des échanges pratiques, du réseau social, etc. Enfin, dans une démarche qui va être plutôt le dispositif global, et Sphère ne sera qu'une brique ouais, finalement, ou un certain nombre de briques qui vont permettre aussi de pouvoir transformer les choses directement dans l'expérience à la volée, par exemple, des choses ouais. comme ça. Donc tout ça, c'est un écosystème qui va demander ce type de plateforme, à mon sens, pour qui va être un usage comme un autre en fait. Hein. Encore une fois, on avait cette question-là qui se reposait assez régulièrement, c'est se dire quelle va être la place de ces mondes persistants demain dans la formation, etc. On va pas, enfin, on va pas nécessairement avoir que ça, et je partage complètement ton point de vue sur le comodal aujourd'hui, c'est-à-dire se retrouver en environnement, et on le vit tous au quotidien, un environnement où nous on est sur place et d'autres sont à distance, ou inversement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe pas et qui n'est pas naturel pour l'instant en Mmh, tout cas. Donc ouais. je sais pas si c'est lié qu'aux outils ou nous-mêmes à notre forme de culture, parce que finalement le travail distant qui s'est généralisé, il est quand même assez récent dans les Mmh, entreprises. Hein, c'est accéléré depuis 2-3 ans. À part des boîtes qui sont full remote, je pense que et qui n'ont pas de problème, le comodal, il ouvre des problématiques dans toutes les entreprises en termes de comment on fait vivre en communication et en échange les gens. Hein. Et donc c'est un vrai sujet mmh. qui dépasse même le métavers aujourd'hui. Enfin, c'est un sujet quotidien dans les entreprises de réflexion, quoi. Hein. Tout à Donc, fait. Et j'ai bien aimé effectivement ce que tu abordes, notamment. Toi, moi, ça me fait penser, quand tu me parles de monde persistant, enfin, dans la formation, ça me fait penser à cette fameuse communauté d'apprentissage, finalement. Et c'est quelque chose qui devient vraiment. C'est très à la mode, hein, finalement. Et je pense que c'est un mouvement de fond. Toi, aujourd'hui, tous les organismes de formation, quand tu vends une formation, tu proposes une formation, souvent, tu vas avoir à côté, même il y en a qui font tout simplement un groupe Facebook, hein, le plus simple. Moi, tu vois, j'aime bien pour créer des communautés comme ça, utiliser par exemple Discord, hein, c'est parce que c'est un outil, voilà, que j'ai des appétences sur cet outil-là, et je trouve que c'est très sympa, etc. Mais voilà, il y a Slack, il y a des tas d'outils qui sont, voilà, encore une fois, en dehors de la réalité virtuelle, mais qui ont cet avantage et ce gros intérêt par rapport à des LMS, justement, d'être persistant, comme tu dis. On y va quand on veut, on like des messages, on envoie des posts, etc. Et je pense que peut-être qu'effectivement, une des orientations en termes d'usage, qui serait peut-être la plus logique au départ, en tout cas, c'est d'imaginer d'utiliser le métavers pour justement faire communauté et pour créer justement peut-être un complément, on va dire, à la formation, voilà, où les gens peuvent se retrouver, échanger, tiens, louer une salle et puis voilà, et échanger ensemble sur des thématiques diverses et variées, un peu comme on le fait aujourd'hui finalement sur des Discord, sur des Slack, etc. Et je pense que ce serait une orientation effectivement intéressante.
Nous, enfin pour compléter, c'est effectivement c'est une des orientations qu'on a mises dans celles fonctionnelles qui nous paraissent les plus séduisantes aujourd'hui sur Ouais, un plan formation, parce que encore une fois, on a toujours nous un regard qui est, on vient de la formation, on vit le digital et la formation digitale, donc en fait, on a toujours ce modèle de pensée qui est centré sur nos besoins formation, hein, ouais, forcément. Mais il y a un vrai sens, et je crois qu'il faut réfléchir très profondément aux fonctionnalités augmentée qu'on pourrait mettre en place pour apporter peut-être des axes qui sont un plus. Donc là, il y a pas mal de choses à faire. Enfin, on voit en expérimentation, nous, on trouve deux, ouais. trois choses très, très intéressantes à mener. Ça va beaucoup bouger dans ces domaines-là, et la communauté de pratique, c'est effectivement un axe d'intérêt très fort pour beaucoup de monde, je pense. Ouais, complètement. Et tu vois, ça me fait penser, bon, juste pour donner quelques outils que j'ai pu tester, alors c'est des outils américains, hein, les deux. Il y a Virbela notamment, tu vois, qui m'avait assez bluffé par rapport à ça, justement, le fait qu'on se retrouve dans son campus finalement, ou dans son environnement. Et puis, voilà, on peut y venir quand on veut, voilà, on échange, on consulte des choses. Et je trouve qu'il est assez bien pensé, finalement, c'est cet outil-là aussi. Et aussi quelque chose, un outil que j'aime bien aussi, qui est très minimaliste pour le coup. Euh, je vais pas dire simple parce qu'à mon avis c'est très complexe pour le coup, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Gather ou Gather Town, je sais pas comment on l'appelle des deux manières. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un espèce que c'est comme un Zelda en 2D. Tu vois, on voit les petits D'accord. personnages et on peut se déplacer comme ça. Si on est loin de quelqu'un, on peut pas lui parler. Si on s'approche de lui, on peut lui parler un petit peu, on l'entend. On peut aller collaborer dans des salles, etc. Tu vois, on peut créer comme ça notre environnement. Et tu vois, ça me fait penser à une version Discord, entre guillemets, de jeu 2D, tu vois. Et voilà, donc c'est des choses effectivement qui arrivent. Mais encore une fois, tu vois, aujourd'hui, et ça, on le répète, mais c'est uniquement aujourd'hui, la plupart du temps, sur un device type ordinateur, parce que pour le coup, un écran finalement. Parce que ça, pour le coup, tout le monde est OK. On n'a pas de. C'est un usage qui est vraiment très répandu. Mais également, hein, ça s'utilise également, notamment Virbella avec des casques, hein. Donc voilà, c'est des choses qui se font aussi. Mais voilà un petit peu pour quelques exemples, ça pourrait peut-être aussi inspirer les auditeurs. Ouais. Non, on a été obligé de réfléchir aussi à autre chose. Ça me fait penser, Julien, ce que tu dis là, c'est qu'en fait, on a parlé beaucoup des devices, mais euh, il y a un axe aussi qui est profond, c'est le choix entre le mode applicatif ou le mode web. C'est-à-dire que là, c'est des paris qui sont faits par les uns et Ah les oui. autres, voire c'est des mix. Nous, pour le coup, le nôtre, c'est de penser que le web est fondamental, parce qu'en fait, en termes de métavers, on croit beaucoup à ces environnements-là parce qu'ils sont connectables partout et ils enlèvent les problématiques de SI à travers le déploiement des applications, etc. Donc c'est un choix qu'on a fait dès le début. À un moment donné, on Hum, s'est interrogé sur ce choix-là, pour être vraiment transparent, il y a un moment donné, on a eu des problématiques, tu sais, sur des navigateurs de casques, ouais. certains casques de navigateurs qui périclitaient parce que concrètement, Mozilla au niveau de Reality n'était plus maintenu, donc il est passé dans un autre axe. Et je pense que beaucoup de constructeurs n'ont pas nécessairement vu l'intérêt qu'avait le web à ce moment-là, parce qu'il y avait beaucoup d'applications qui se faisaient et ils vendaient des casques beaucoup par les applications. Ouais. Et je crois que la donne a beaucoup changé avec l'arrivée du métavers. C'est en fait que les gens ont compris que il va falloir être ultra connecté et que probablement le web va être indispensable, donc une connexion web. Et ça a amené à s'interroger, ben justement, les gens qui font du casque aujourd'hui et qui n'auraient pas cette faculté-là en mode web. C'est-à-dire que Quest le propose bien sûr en standard parce qu'il a le sien, etc. Mais il y a beaucoup de casques plutôt autonomes qui sont pas encore adaptés totalement au web. Et je pense que ça va être une grosse orientation demain parce que ils ont maintenant perçu que ça va être sûrement un axe fondamental du développement des mondes persistants. Ah, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je me rappelle il y a 10 ans, on se demandait si le web existerait encore, tu sais, avec notamment toutes les applications qui faisaient un carton. Enfin, et en fait, on se rend compte que les deux mondes, enfin, c'est un Sont, microcosme qui voilà, s'articule ensemble et finalement, les deux sont restés totalement pertinents. Et c'est vrai que tu vois, c'est super intéressant ta réflexion. Et c'est là qu'on se dit que finalement, le web, c'est quand même quelque chose qui est précieux parce que dans le sens où pour le coup c'est un commun en quelque sorte et qui ne dépend d'aucune plateforme. Bon, tu parlais des problèmes liés au navigateur, mais je dirais que c'est peut-être, en tout cas c'est c'est gratuit temporaire, je aussi. pense aussi. Voilà, Ouais. c'est Oui, c'est c'est ça. temporaire aussi
Non, non, effectivement, bah, voilà, effectivement une super remarque. Donc là, vous, c'est cette orientation-là que vous prenez. Après, il n'empêcherait également peut-être d'avoir les deux, sans doute peut-être les deux options, hein. Quand je vois, si je prends par exemple des logiciels de vidéoconférence ou plein de solutions aujourd'hui qui ont les deux aspects web et puis également logiciel ou plateforme, etc. ou application. Mais effectivement, je pense que l'aspect web permet à tous finalement d'accéder. Et comme tu dis, ça fait en sorte qu'on passe ces problématiques de SI, notamment très importantes dans les entreprises, où là, bah, on est sur le navigateur, donc il n'y a pas de question d'installer ceci ou cela. Et ce qui a posé beaucoup de problèmes à des opérateurs type Zoom, par exemple, hein, qui avaient un logiciel très intrusif. Et voilà, donc là, pour le coup, effectivement, ça fait sens. Oui, et puis bon, bah, ça nous a rassurés parce que pour le coup, il y a quelques années, on se disait, ah, est-ce qu'on se serait pas trompé en termes de stratégie? Mais au final, grâce à un petit peu, finalement, c'est les mondes persistants nous ont rassurés très fortement sur finalement la pertinence des choix qu'on avait fait au début. Ouais, complètement, ouais. Ça nous a soulagés. Ouais, complètement, j'imagine. Ouais. Juste peut-être avant de conclure, moi j'avais une réflexion. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais tu vois, je pensais au QR code. C'est tout bête, hein. Mais j'ai l'impression que le QR code, tu vois, c'est l'objet entre guillemets qui est complètement rentré dans les usages, tu vois. Et de mon point de vue, il me semble que c'est vraiment un des premiers artefacts, si on peut l'appeler comme ça, qui fait le lien entre, tu vois, deux mondes, entre guillemets. Je sais pas si c'est, voilà, c'est simplement une réflexion que j'avais, parce que, tu vois, aujourd'hui, bah, moi, quand on parlait, tu vois, de visiter des laboratoires, etc., bah, tu vois, ce qui peut être intéressant, ce qui se fait d'ailleurs souvent, c'est que tu mets un petit QR code sur la machine que tu veux utiliser, paf, tu le scannes, hop, tu vois ce qui se passe. Ah, bah, ça fonctionne comme ça, ok, ou tu peux très bien scanner et puis avoir quelqu'un qui te parle, bonjour, bienvenue, alors, je vais vous présenter comment fonctionne la machine, etc. Donc, toi, il y a des tas d'usages comme ça. Et je me dis que, tu vois, c'est peut-être cette orientation QR code, entre guillemets, qui va aussi être prise par les casques, le fait de pouvoir, tu vois, flasher facilement, de dire, OK, je veux rentrer dedans, non, je veux pas, etc. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, cette réflexion sur les QR codes? Alors, pas forcément dans le monde persistant, parce que là, je pense qu'il y a des idées à voir et c'est le QR code peut être intéressant sur certains axes. Je pense qu'il y a des idées à voir, mais on a été opérationnellement, on a réfléchi opérationnellement au QR code par rapport à Mm. des logiques de d'interplateforme en fait, en termes d'interconnexion à deux axes qui étaient totalement différents et qui passaient par par des normes un peu particulières, un peu lourdes parfois. Et en fait, on a essayé de travailler sur des modèles où le QR code pourrait permettre de valider un certain nombre d'éléments pour dépasser les phases. Alors bien sûr, on peut mettre un SSO en place entre deux dispositifs, mais se Mm. posent d'autres questions, des lourdeurs, etc. Et en fait, là, il y a un axe qui pourrait en intégrant des modules parfois à certains gros domaines de plateforme, on pourrait arriver à rendre les choses beaucoup plus légères et beaucoup moins intrusives en fait en termes de soit de construction de solutions parce que c'est lourd à mettre en place, soit pour l'expérience utilisateur. Et donc dans les environnements de type métavers, moi je trouve qu'il y a une question aussi qui se pose et qui est peut-être en rebond sur ce que tu dis là, c'est que on est dans des environnements où finalement pour se retrouver avec quelqu'un, aujourd'hui la plupart des gens le moyen qu'ils donnent c'est soit d'être dans un environnement qui est assez étroit donc personne s'entend mais n'importe qui pourrait rentrer, soit c'est d'engager quelqu'un à venir dans un environnement où on va pouvoir être que deux, trois, à pouvoir parler de quelque chose. En fait, il peut y avoir certainement des réflexions à avoir sur l'expérience qui pourrait être lancée, mais aussi les gens qui pourraient l'avoir en fonction de l'axe du QR code tel qu'il était disponible pour lancer autre chose, pour associer peut-être un peu d'individualisation de ce qui se fait aussi dans Mm. des environnements qui finalement sont libres et ouverts à tous, sauf si on les rend privatifs dans certains endroits. Donc il y Mm. a peut-être des choses à réfléchir autour de cette construction-là. C'est des sujets on se pose cette question-là, mais on l'a pas encore totalement intégré en termes de fonctionnalité. Donc vraiment, c'est de l'expérimentation et de la réflexion. On Ouais, n'a ouais, je pas encore comprends. des choses vraiment physiques en place là-dessus. Mais tu vois, c'était surtout par rapport à la définition propre du métavers, de l'interconnexion entre physique, monde physique et monde virtuel. Virtuel. Je trouve que cet artefact QR code est vraiment super intéressant. Mais ouais, mais en tout cas, merci pour cette réflexion aussi. Et du coup, est-ce que tu avais peut-être quelque chose à rajouter par rapport à toute cette thématique, tu vois, on a parlé beaucoup de choses, en réalité virtuelle, métavers, etc. Peut-être quelque chose qu'on aurait oublié.
Écoute, non, pas sur, enfin, sur ces sujets-là, je pense qu'on pourrait encore continuer très très longtemps en fait. Non, moi c'est plus par rapport à ce que ça entraîne finalement pour les gens. Moi, je trouve que dans mon métier, ça fait à peu près 25 ans que je suis dans ces environnements-là. Toutes ces transformations-là, je trouve qu'en depuis 5 ans, 5-6 ans, je vis plus de révolution dans ce qu'on est en train de vivre, et donc ça entraîne beaucoup de passion et d'énergie, d'envie, etc., que finalement dans une dizaine d'années avant, on était dans des modèles qui étaient, tu vois, très 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 standardisés. Donc Ouais, je vis cette période-là avec une très grande joie, parce que il y a sûrement des modèles à créer, il y a des trucs qui sont pas adaptés, il y a tout le monde n'est pas d'accord, mais je trouve que ça va apporter des choses, et des choses qui vont un peu transformer plus profondément, que pas que par le métavers ou la VR, hein, mais plus largement. C'est des courants aujourd'hui qui font que la formation est en train de se transformer, et je suis plutôt très satisfait de ça, moi, dans la continuité, mais dans des évolutions, on va dire, souhaitées par tous, quoi. ouais. C'est quelque chose, c'est un mouvement qui est quand même très fort, là, actuellement, ce qu'on vit. Ouais, et puis tu vois, bon, je vais pas faire mon Apple fanboy, hein, mais c'est vrai que Tim Cook là, disait que justement que ce serait, selon lui, sans doute, bon, en tout cas, voilà, après, c'est avec tous les guillemets que je mets, hein, mais peut-être une révolution, entre guillemets, selon leur thème à chaque fois que j'utilise, mais proche du smartphone, tu vois, dans l'idée. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a 10 ans, peut-être, ça enrônait, mais tu vois, je trouve que le smartphone a, pour le coup, été vraiment quelque chose qui a, pour utiliser un peu des termes bateaux aussi, disrupter entre guillemets pas mal de choses. Et voilà, en tout cas, peut-être que là, c'est la prochaine étape. On ne sait pas, hein, voilà, encore une fois, mais en tout cas, ouais, je suis également, je sais qu'il y a beaucoup de critiques par rapport au métavers, parce qu'aujourd'hui, parce qu'on mélange aussi un petit peu tout, et je pense qu'aussi, on est dans une période un petit peu complexe, notamment par rapport à toutes ces idées aussi enfin, toutes des questionnements liés au climat, etc. Et effectivement, ça fait sens parce que on sait pas toujours s'il y a un intérêt à faire tourner aussi tous ces serveurs pour encore créer un monde virtuel, etc., qui va encore engendrer peut-être des pollutions, etc. Mais tu vois, donc il y a aussi des critiques qui se font sur plusieurs niveaux, on va dire. Mais voilà, comme toi, je pense qu'il faut quand même suivre tout ça de près, avec, voilà, avec ce sens de la critique, et être resté proche des usages aussi concrets. Mais bon, il y a des choses qui se passent, comme tu dis, et c'est quand même une période exaltante malgré tout ce qu'on peut en dire. Bah écoute, Je super. surveille avec ça. Ouais, parfait. Bah écoute, en tout cas, merci pour tout. Est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut te rejoindre, où c'est que si des auditeurs, par exemple, veulent te contacter? Alors, ils peuvent me contacter directement à travers le site de Spidernet, qui est la société centrale, enfin vraiment le cœur de notre entreprise, soit à travers le projet Sphère, donc qui est sphereapp.io, sur lequel ils peuvent nous retrouver. Il y a ces adresses-là, et puis directement ils peuvent nous retrouver. On est à Lyon, donc s'ils passent pas très loin, qu'ils veulent venir voir les labs ou découvrir des choses, on est bien sûr à leur disposition. Ok, bah écoute, c'est top. Je mettrai également ton LinkedIn, hein, pour les personnes éventuellement qui Oui, voudront bien sûr. également te contacter en direct. Et j'essaierai de mettre quelques liens de tout ce qu'on qu'on s'est dit, mais je pense qu'il y en a une bonne vingtaine. Donc j'essaierai de faire ça éventuellement. Ça me fera un petit rappel aussi pour moi. Et merci encore, hein, Patrick. Vraiment, j'étais vraiment enchanté de pouvoir faire ce podcast avec toi. Et je pense qu'on aura l'occasion aussi de se rencontrer en live, peut-être en réel aussi, ou dans le métavers, peut-être. Les deux peut-être. Les deux, peut-être, effectivement. À très bientôt en tout cas, et puis merci à tous, merci à tous les auditeurs, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Pédagogcast. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors pour rappel, hein, si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences technopédagogiques, vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la Pédago School. Alors n'oubliez pas également de vous abonner à la Pédago News pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité. Vous retrouvez tous les liens en description. Enfin, si vous voulez me faire plaisir, un petit 5 étoiles sur Apple Podcast me permettra de référencer encore mieux cette émission pour la faire découvrir à un maximum de pédagogues. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du Pédagogcast.